suite. Monsieur, bonsoir. Voici les titres de l'actualité de ce samedi 29 septembre. La junte militaire est-elle en train de réussir à faire taire la rue et l'opposition démocratique en Birmanie? Beaucoup moins de manifestations aujourd'hui. La répression policière et militaire a entraîné de multiples arrestations ces derniers jours. Notre équipe a pu recueillir le témoignage de réfugiés qui ont rejoint la Thaïlande. Sa photo et ses mots ont marqué l'opinion cette semaine. Isabelle est anorexique et elle milite pour une prise de conscience chez les adolescents. Nous découvrirons quels sont les moyens thérapeutiques utilisés pour tenter d'améliorer le quotidien des jeunes malades. C'est le dossier de ce journal. Le maire de Paris et de New York se sont rencontrés aujourd'hui et ils ont parlé environnement en général et vélo en particulier. Le vélo dans les grandes villes qui suscite de nombreuses questions. Son marché est en pleine expansion, mais la France reste tout de même au 4e rang mondial. La Coupe du monde de rugby, nous ferons le point sur les quarts de finale à venir. Les Fidji se sont qualifiés aujourd'hui aux dépens du Pays de Galles. La France, elle, devra remporter demain son match face à la Géorgie. Le 15 tricolore est arrivé aujourd'hui à Marseille. Enfin, à quoi ressemble le samedi soir des Français en cuisine? Les hommes seraient de plus en plus nombreux à se mettre au fourneau. Mais il faut le savoir, la chef de l'année en France est une femme. Elle a été élue cette semaine. C'est une première. Elle s'appelle Anne-Sophie Pic et nous la retrouverons tout à l'heure dans ses cuisines. Vous avez certainement découvert son visage cette semaine, un visage et un corps qu'elle n'a pas hésité à afficher sur les murs en Italie. Elle est française, elle s'appelle Isabelle et a 26 ans. Son message choc est assez clair. Il faut que les adolescentes prennent conscience des dangers de l'anorexie. Des mots qui évidemment ne suffisent pas. Bien souvent, la maladie est là et elle touche entre 30 000 et 40 000 personnes en France. Les principales victimes sont des adolescentes. Hélène est l'une d'elles. Elle est aujourd'hui soignée dans la maison de Solène à Paris. Ce centre a mis en place différents programmes afin d'aider les malades à enfin accepter leur corps. Reportage Estelle Collin et Vivien Roussel. Fragile. Hélène pesait 27 kilos lors de son admission dans cet hôpital il y a 4 mois. Une partie de sa thérapie se déroule ici. Dans cette cabine esthétique, Hélène tente de se réconcilier avec son corps. Au programme, massage, maquillage. Un corps décharné qui chaque jour lui rappelle sa maladie, une anorexie qui la ronge depuis des années. Je pense que c'est plus une souffrance intérieure que je traduis comme ça, parce que j'arrive pas à me manifester autrement et c'est mon corps qui prend, quoi. Un corps qu'il faut apprivoiser. Un corps à qui il faut redonner goût au bien-être. Tu n'as pas froid? Presque au plaisir, et ce pour tous ces jeunes adolescents. Ils peuvent réagir avec une certaine violence, refuser ensuite que je les touche à nouveau, ou alors ça peut être très compliqué pour eux, mais ils ont envie de tenter l'expérience. Quand le futile devient utile, quand la beauté est au service des mots, le combat semble moins inégal. Ça agrandit tes yeux? Au début, c'était difficile parce que de se faire masser, toucher, c'était plus ou moins compliqué. Mais maintenant, ça va beaucoup mieux, quoi. Elle m'aide un petit peu mieux, quoi, à ressentir mon corps, à l'accepter. Esthétique, musique, art plastique, autant d'ateliers pour dompter la violence, comme en témoigne ce tableau réalisé par Hélène. Ici, tout est bon pour nourrir ces adolescents en détresse. Au fond, la perte d'appétit, la perte de faim et de désir vis-à-vis des aliments est au fond très, très symbolique et reflète l'absence d'appétit général. On peut faire une généralité, mais c'est souvent ce qu'on observe pour ces patientes-là. Et ces soins thérapeutiques sont une façon aussi de les nourrir différemment. En attendant, Hélène est encore alimentée artificiellement chaque soir par une sonde gastrique. Elle pèse aujourd'hui 34 kilos, un poids jugé encore insuffisant pour envisager sa sortie. Dans l'actualité de ce samedi à l'étranger, je vous le disais en titre, en Birmanie, la junte militaire est-elle en train de mettre au pas l'opposition démocratique? Les manifestations sont depuis quelques heures moins nombreuses, les arrestations multiples et la répression en sont certainement les principales raisons. Le pouvoir en place qui a même organisé un peu partout dans le pays des rassemblements de soutien. L'émissaire de l'ONU est quant à lui toujours sur place.
Il doit tenter de convaincre le régime birman d'écouter la voix de son peuple. Et notre équipe située à la frontière de la Birmanie et de la Thaïlande a pu rencontrer aujourd'hui des réfugiés qui ont fui la crise, des hommes, des femmes et des enfants qui rejoignent au compte-gouttes un camp de réfugiés qui avait été mis en place lors des précédentes répressions et notamment celle de 1988. Reportage sur place de Christian Autin et Jacques Dubose. 5 jours de voyage et la fin du cauchemar. Tizoou est arrivé hier avec sa femme et son fils dans ce camp de réfugiés en Thaïlande, au beau milieu de la jungle. Tous les trois ont fui Rangoon et son chaos. Ils ont pris l'ultime bus dimanche dernier, avant le bouclage de la ville. Médecin généraliste, ce Birman faisait partie des privilégiés jusqu'à ce que la situation ne se détériore. Ça devient de pire en pire. Tous les produits de première nécessité ont terriblement augmenté. Il y a eu ensuite des coupures d'électricité, puis d'eau. À la fin, il y a des problèmes de transport. On ne pouvait plus se déplacer. Sa femme, enceinte de 5 mois, ne se sentait plus en sécurité face à la misère devenue explosive. Et l'argent se faisait rare. Les patients de mon mari ne pouvaient même plus payer la consultation, même pas 50 centimes d'euros. Et à cause de cette misère, j'avais peur qu'ils essaient de voler des médicaments ou de se livrer à des pillages. Son mari n'a pas participé aux manifestations, mais après les premières heures du début du mois, la répression s'est accentuée, le fichage généralisé. La police exigeait qu'on lui fournisse l'identité de tous les gens qui venaient à la maison, y compris mon père ou ma mère. La police pouvait débarquer en pleine nuit et arrêter les gens qui n'avaient pas été déclarés. Pour l'instant, les réfugiés arrivent au compte-gouttes, dans ce camp qui compte 50 000 Birmans. Mais ici, on attend avec inquiétude les prochains jours. À cause des manifestations en Birmanie, beaucoup de gens essaient par tous les moyens de franchir la frontière et d'arriver au camp pour y trouver refuge. 9 pays dont les États-Unis se sont engagés à accueillir un plus grand nombre de réfugiés. Mais cela ne suffira sans doute pas à compenser les nouveaux arrivants. En un an, l'Afghanistan a été touché par une centaine d'attentats suicides et celui de ce matin est l'un des plus meurtriers. Une trentaine de personnes, pour l'essentiel des militaires, ont été tuées dans une attaque contre un quart de soldats afghans. Attentat qui s'est déroulé à l'aube à Kaboul et qui a déjà été revendiqué sans surprise par les talibans. C'est la première fois en revanche que l'archipel des Maldives est touché par un attentat. Aujourd'hui, une bombe a explosé dans un parc très fréquenté de la capitale, Malé. 12 personnes ont été blessées et parmi elles notamment 2 Britanniques qui sont grièvement brûlés. Philippe Rochaud. Les attentats ne font pas partie du quotidien aux Maldives. Il faut remonter 20 ans en arrière pour en trouver un. Alors celui-ci a de quoi surprendre, à l'entrée d'un parc d'attractions et au coin d'une caserne. Il a même été filmé par une caméra de surveillance. En fait, une bombe artisanale fabriquée avec un moteur de machine à laver, une bouteille de gaz, des clous et déclenchée par un téléphone portable. Le ministre du Tourisme confirme que 8 Chinois, 2 Britanniques et 2 Japonais ont été blessés. Les 300 000 habitants des Maldives sont musulmans, mais vivent loin des combats du monde islamique. Ce petit paradis, qui attire 500 000 visiteurs par an, est tenu depuis 30 ans par un dictateur, Abdelgayoun. Toute opposition est muselée et vient de perdre un référendum où elle espérait introduire enfin un système parlementaire. Pas de revendication jusque-là pour cet attentat, peu de victimes, mais même les petits paradis connaissent aussi la violence. En Russie, voilà une affaire historique qui suscite depuis des années toutes les passions. Le mystère des Romanov. Des médecins légistes estiment très probable que des ossements découverts en juillet dernier dans la région d'Ekaterinbourg sont ceux du Tsarevitch, le fils du dernier tsar de Russie, Nicolas II. À Moscou, Laurent Boussier. C'est à quelques dizaines de mètres du lieu où avaient été retrouvés il y a 16 ans les corps de Nicolas II et d'une partie de sa famille que les chercheurs russes ont découvert les restes de 2 adolescents. 44 fragments d'os calcinés, 3 dents avec des plombages identiques à ceux des autres membres de la famille Romanov et ces balles de fusil tirées par les armes utilisées pour assassiner le tsar. Après analyse, les scientifiques ont donc la quasi-certitude qu'il s'agit des restes du prince Alexeï et si un doute subsiste, c'est parce qu'il n'y a pas encore eu de test ADN.
Le problème, c'est que l'ADN peut être modifié par le feu. On aura des certitudes quand on aura réussi à extraire l'ADN des os calcinés. Des corps brûlés, c'est exactement ce qu'écrivait dans ses mémoires Yakov Yurovsky, le chef des bolcheviks chargé d'assassiner le tsar. Moment tragique, où dans la cave de cette maison d'Ekaterinbourg, toute la famille de Nicolas II est fusillée. Alexei, 13 ans, hémophile, et depuis plusieurs mois immobilisé sur un fauteuil roulant, sera le dernier à mourir, après que le chef des tueurs lui ait tiré une balle dans la tête. Son corps, comme celui de sa sœur Maria, sera brûlé avant d'être enterré à une centaine de mètres du reste de la famille. Aujourd'hui, c'est la fin de la légende qui voulait que le prince ait survécu au massacre. L'actualité sociale en France avec la mobilisation qui n'aura pas été si forte que prévue pour protester contre les franchises médicales. Quelques milliers de personnes seulement ont manifesté aujourd'hui dans plusieurs villes comme ici à Paris ou à Marseille. Le système des franchises doit être mis en place à partir de l'année prochaine. Les patients paieront 50 centimes de plus par boîte de médicaments. La politique justement, François Fillon et Nicolas Sarkozy forment un tandem. Pas question pour eux de guerre de pouvoir. Voilà en tout cas le message adressé par le Premier ministre aujourd'hui à ses troupes. Il était ce matin devant les parlementaires UMP à Strasbourg. L'occasion également pour lui de rappeler que son objectif était clair. La réforme, encore la réforme, toujours la réforme. Message reçu ou pas, sur place, Alix Bouillaguet, Philippe Jasselin. À entendre les parlementaires, le discours de François Fillon. C'était un bonheur, François. Un vrai bonheur. Sans surprise, le Premier ministre a affiché sa feuille de route, les réformes. À la tribune, il tente aussi une ultime mise au point sur Nicolas Sarkozy. Le tandem entre le président et le Premier ministre est innovant et complice. Le voici pressé par le microcosme de jouer la sempiternelle guerre du pouvoir. N'en déplaise à certains, il y a au sommet de l'État une seule stratégie, une seule politique, une seule dynamique, c'est celle du président de la République. L'heure de François Fillon a-t-elle sonné? La semaine prochaine, avec le début de la session ordinaire au Parlement, le chef du gouvernement sera en première ligne. Il était temps, soupirent certains. Le gouvernement et François Fillon n'ont pas encore trouvé peut-être totalement leur place, ni d'ailleurs le Parlement, de façon à faire contrepoids à l'omniprésence du président de la République. D'autres ne se privent pas d'ironiser sur l'effacement du Premier ministre. Car François, en réalité, tu es l'homme de la situation. Tu l'es par tes actes, mais tu l'es aussi parce que depuis bien longtemps, tu as prévu, décrit et même théorisé l'évolution du rôle du Premier ministre. Une allusion à un livre écrit récemment par François Fillon. Dans ce livre, il plaidait pour la disparition à terme du poste de Premier ministre. Nicolas Sarkozy rêvait de venir ici, à Strasbourg, pour ses journées parlementaires de l'UMP. Pour lui, il y aura une séance de rattrapage, ce sera mercredi prochain, une sorte de journée parlementaire bis, cette fois-ci à l'Élysée. Je vous en parlais à 13h, 2 enfants de 3 et 5 ans ont été interdits de cantine dans leur école de Digoin en Saône-et-Loire. Une décision prise par le maire du village. Celui-ci a invoqué l'arrêté de reconduite à la frontière qui menaçait les enfants et leur mère. Eh bien, après une rencontre entre les deux parties cet après-midi, l'interdiction a été levée. Les 2 enfants pourront donc à nouveau se rendre à la cantine dès lundi. Plus de 3,5 millions de vélos ont été vendus en France en 2006, un engouement qui doit beaucoup aux vélos de ville. Vous êtes de plus en plus nombreux à utiliser ce moyen de transport écolo et économique. Preuve en est le succès fulgurant des vélos en libre service. Pas étonnant donc qu'il soit l'une des stars du mondial des 2 roues, Sophie Brune et Vincent Kellner. De plus en plus de vélos roulent dans la capitale. Bien sûr, il y a le succès des Vélib qui ont déjà été loués 5 millions de fois. Mais les achats de bicyclettes progressent eux aussi, comme si les Parisiens étaient décomplexés. Dans ce magasin, paradoxalement, on n'a jamais vendu autant de vélos que depuis le lancement de Vélib. Je trouvais que les automobilistes ne faisaient pas attention. Et depuis qu'il y a Vélib, tout le monde a pris conscience d'un parc de vélos. Je crois que même en tant qu'automobiliste, on fait plus attention soi-même. Et donc je pense qu'on va acheter un vélo. Oubliez le VTT, aujourd'hui ce qui plaît ce sont les vélos de ville. Ils ne représentent encore que 15% du marché, mais les ventes, en forte progression, reflètent un changement de comportement. Il y a quand même une mutation qui s'opère. Il y a la reconnaissance du produit vélo en tant que moyen de déplacement à part entière au milieu des autres moyens de déplacement et des autres systèmes qui sont proposés, que ce soit le bus, le tram, etc. dans les grandes villes. Si le vélo est en train de s'imposer dans l'Hexagone, la référence reste les Pays-Bas. Plus de 90% des habitants se servent.
tous les jours de leur bicyclette. En s'attaquant au marché français, ce distributeur néerlandais voudrait profiter de son expérience. 95% des gens utilisent le vélo tous les jours et ça offre l'opportunité pour les fabricants de fabriquer le vélo vraiment fait pour ce type d'utilisation. Ça veut dire qu'ils sont très robustes, qualité, confort. Avec des prix qui commencent autour de 400 €, les vélos de ville sont plus chers que la moyenne. Les magasins spécialisés profitent davantage de cette nouvelle tendance que les grandes surfaces. Se laver les mains jusqu'à 50 fois par jour, ne pouvoir quitter son domicile sans avoir fermé et refermé sa porte plusieurs fois de suite. C'est ce que l'on appelle des troubles obsessionnels compulsifs, plus connus sous le nom de TOC. C'était aujourd'hui la journée de mobilisation nationale autour de cette maladie que l'on cache souvent à son entourage. Voici le témoignage d'une femme qui a accepté de nous raconter son calvaire. Christelle Marty, Philippe Dumail. Pour Brigitte, souffrante de TOC, le quotidien est parfois un enfer. Le moindre geste, comme utiliser un produit ménager, s'accompagne de doutes qui l'envahissent subitement. Est-ce que c'est bien ce produit-là? Et je bloque parce que est-ce que c'est bien ce produit-là? Voilà. Donc là, je vous le dis parce que vous êtes là, mais autrement, c'est dans ma tête que ça se passe. Est-ce que c'est bien ce produit-là? Est-ce que c'est pas un autre produit? Une fois persuadée, elle s'apprête à nettoyer la table du salon. Mais à nouveau, elle s'interrompt. Bon, le doute est à nouveau là, donc est-ce que c'est bien l'essuie-tout? Une fois que j'en suis persuadée, c'est ce doute-là qui arrive. Donc voilà, je jongle entre mes deux mains, c'est difficile. Au final, il lui aura fallu plusieurs minutes pour nettoyer quelques centimètres de table. Ça mange un quotidien, ça parasite un quotidien, ça annihile la vie, on n'est plus dans la vie. Le trouble obsessionnel compulsif est une maladie de l'anxiété. Les personnes qui en souffrent sont obsédées par la peur d'être contaminées ou de faire une erreur irréparable. Pour calmer leur angoisse, ils s'imposent donc des rituels. 1, 2, 3. Et celui-là, j'insiste, parce que c'est celui, je sais que c'est celui que j'ai utilisé en dernier. Voilà. J'ai pas envie de faire exploser la maison, je culpabilise, si le gaz a été mal fermé, c'est de ma faute, etc. Oui. Pour sortir de cet engrenage, elle suit une thérapie comportementale. Petit à petit, elle apprend à réduire ses rituels. Quand nos petites manies dégénèrent, mieux vaut consulter. Il faut consulter dès qu'on sent que l'absurdité est arrivée dans le phénomène et que ça prend du temps. C'est-à-dire que concrètement, si une fois par an, vous mettez 1 heure par jour pour vérifier votre porte quand vous partez aux États-Unis, bon, c'est une mauvaise heure dans votre vie, mais ce n'est pas vraiment un problème. Mais si tous les jours, vous mettez 10 minutes à fermer votre porte, c'est déjà un problème. Officiellement, 1 million de Français souffrent de ces troubles. Plus sans doute, tous ceux qui par honte n'osent en parler. La question de ce samedi, êtes-vous prêts, messieurs, à faire la cuisine ce soir? C'est en tout cas une nouvelle tendance. Les hommes prennent de plus en plus les choses en main en cuisine. Avant de s'exprimer au fourneau, à la maison, il faut tout de même parfois passer par la case cours collectif. Direction Lyon avec le reportage de Benoît Gadret et Philippe Évêque. Un tablier pour chaque apprenti cuisinier et le cours peut commencer. Dans le rôle du professeur Guillaume, un jeune chef formé dans les meilleurs restaurants de la région. On va ouvrir une deuxième poche. Les élèves, des femmes et beaucoup d'hommes, Pierre et Stéphanie viennent tout juste de se marier. Qui fait la cuisine chez vous? Moi. C'est vous? Ah oui. Ah oui, heureusement. Oh. Il maîtrise déjà toutes les recettes à base de pâtes, donc après il suffit de diversifier le panel et c'est bon. Sur le plan de travail, nos apprentis trouvent tous les ingrédients. Les recettes sont originales, concoctées par le chef. En 1 heure, on peut en réaliser au moins 3. Ça semble assez facile. Vous n'aviez jamais cuisiné avant? Non, mais je suis chimiste, alors c'est assez facile, c'est des mélanges et puis c'est de la chimie, quoi. On met beaucoup de vinaigre dans une casserole, une pointe de sucre et on laisse bouillir. Je reçois souvent des amis et disons que j'apprécie cuisiner, j'aime les recevoir en leur faisant manger souvent régulièrement et j'aimerais affiner un peu tout ça. Et la disposer. La maison est ouverte au quotidien, les cours souvent en fin d'après-midi. L'atelier est convivial et d'apprenti d'un jour, on devient vite un abonné. On a des gens qui savent cuisiner, qui ont des fois aussi le temps de cuisiner, mais qui n'ont plus d'idées, ils ne savent plus quoi faire, ils ont l'impression de faire toujours les mêmes plats depuis longtemps. Donc ils viennent chez nous pour se recycler, pour remettre des idées fraîches dans la tête. Le bonheur de cuisiner sans contrainte. Pour un prix raisonnable, on repart chez soi avec ses plats prêts à cuire.
Avec son repas de grand chef, notre jeune marié compte bien épater ses invités. Voilà pour les amateurs et offrons-nous un peu de rêve ce soir en nous interrogeant sur ce qu'il se passe dans les cuisines d'une professionnelle le samedi soir et pas n'importe laquelle, puisque nous allons retrouver celle qui a été élue cette semaine chef de l'année. Elle s'appelle Anne-Sophie Pic, elle est l'héritière d'une tradition familiale de chef étoilé à Valence. On l'a retrouvée dans ses cuisines entourée d'hommes. Alors bonsoir Anne-Sophie Pic, merci de nous accueillir. Tout d'abord, qu'avez-vous ressenti lorsqu'on vous a annoncé cette nouvelle cette semaine, chef de l'année? Écoutez, je l'ai vécu comme un grand bonheur, un bonheur supplémentaire. C'est vrai que l'année 2007, c'est un excellent millésime pour moi. Et à la fois, c'est une récompense pour mon travail, mais celui aussi de mes équipes. Et c'est vrai qu'être élu chef de l'année par ses pairs, c'est quelque chose qu'on attend tous plus ou moins un jour dans sa profession. Alors on vient de parler des hommes qui sont effectivement en cuisine. Est-ce qu'il y a une cuisine d'hommes et une cuisine de femmes? Est-ce qu'il y a une vraie différence? Je crois qu'il y a une cuisine, une sensibilité que chaque personne donne dans sa propre cuisine. Donc bien évidemment, la cuisine d'une femme et d'un homme sera forcément différente parce que l'émotion est différente et le message qu'on veut faire passer est différent. En même temps, je crois que le but est le même, c'est vraiment faire du bon et du beau. C'est le goût qui prime. Donc, vraisemblablement les mêmes intérêts en tout cas pour les hommes et les femmes, bien sûr. Alors parlons goût, on aimerait ce soir que la télévision soit un peu en odorama. Mettez-nous l'eau à la bouche. Qu'est-ce que vous préparez par exemple ce soir? Quelques idées? Alors ce soir, mais on est sur... Vous savez, la cuisine, c'est surtout pour moi les associations de saveurs. C'est ce qui prime dans la cuisine. Et ce soir, on va avoir par exemple à la carte un foie rôti associé à la pêche, qui est des fruits de la région, et de la cardamome noire qui va donner un goût un petit peu fumé au foie. Et puis il y aura le rouget avec la banane pressinette, avec aussi des épices de garam masala et un jus corsé des arêtes. Donc voilà, c'est des associations de saveurs. C'est avant tout le produit qui doit être mis en valeur par les autres produits qui l'entourent. Mais c'est vraiment la cuisson aussi et l'assaisonnement qui prime. Anne-Sophie Pic, 3 étoiles au Michelin, chef de l'année 2007. Quelle est pour vous la prochaine étape? Est-ce que tout cela ne suscite pas dans ce métier très dur, on ne le dit pas assez souvent, parfois violent, des jalousies? Écoutez, je ne crois pas que la jalousie se fasse avancer les choses. Je crois plus à l'émulation entre chefs et je crois aussi avant tout à une gastronomie française unie, parce que même s'il y a des tendances qui sont très différentes, et il doit y en avoir, on doit tous, chefs de générations confondues, être unis pour défendre cette belle gastronomie française. Merci Anne-Sophie Pic et encore bravo pour ce titre de chef de l'année. Parlons mode avec le démarrage cet après-midi à Paris des défilés de prêt-à-porter pour le printemps-été prochain. L'occasion d'aller découvrir les coulisses de la prestigieuse maison de couture Azzaro avec à sa tête une jeune directrice artistique. La relève semble assurée. Estelle Collin, Mathias Barois. À 36 ans, Vanessa Seward incarne mieux que personne le style de Loris Azzaro, prince du glamour et du sex-appeal, inventeur des robes de star aujourd'hui disparues, mais dont elle détient quelques secrets. C'était comme de la chirurgie esthétique avec une robe. Donc en fait, tout était pour embellir la femme. Donc que ce soit que la taille soit légèrement plus haute, comme ça fait des jambes plus longues, ou le bustier doit s'arrêter sur le bras parce que pour qu'on ne voit pas ce qu'il appelait le chewing gum, qui est un petit bout de gras un peu disgracieux. Depuis 4 ans, elle réinterprète le passé, traque les archives et s'identifie à la cliente dont elle rêve. Je parle tout simplement de mes envies du moment, et donc en fait je pense à toutes les choses que je voudrais mettre moi cet hiver et que je trouve pas, et je parle vraiment de quelque chose finalement de très personnel. Avec elle, tout change, mais rien ne bouge. Exemple, la robe Baba, modèle mythique de 1970. Moi, j'avais encore envie de la porter aujourd'hui. Donc, comme j'avais promis à Monsieur Azzaro que tout ce qu'on reprenait, il fallait changer. Voilà, donc je l'ai fait. Le drapé, la broderie et le dos. Voilà, les deux dos. Voilà, on a... Plissé de vestale, pailleté de sirène, pas une soirée de canne à Hollywood censée draper couture. Signature de la maison depuis plus de 30 ans. Et pour rester dans le rêve, allons à Cannes. La ville accueille jusqu'à demain des régates pas comme les autres, des régates royales. Quelques-uns des plus beaux voiliers au monde s'affrontent dans la baie. Comme chaque année, Olivier Théron et Raymond Chaplard sont montés à bord de l'un de ces navires.
À quai, c'est déjà un spectacle. Un siècle de yachting, 100 ans de passion pour la régate et des bateaux comme des pièces de musée. Mais c'est en mer que les régates royales prennent tout leur sens. Quand les centenaires se défient, toute voile dehors. Ce sont des bateaux anciens, on pourrait dire, ce sont des meubles anciens que l'on mène en régate, qui nous offrent d'énormes plaisirs de sensations. Et ce n'est pas la performance que l'on cherche, c'est de mener de la meilleure façon possible ces voiliers qui, à leur époque, étaient les meilleurs voiliers du monde. Nous sommes à bord de Mariette, une goélette de 33 mètres et de 165 tonnes. Elle a été construite en 1915 aux États-Unis. Il faut 28 personnes pour la manœuvrer en course et que des passionnés. La communication doit être vraiment très bonne, sinon ça devient vite confus. Un bateau ancien, c'est plus compliqué à manœuvrer qu'un bateau moderne. On a 8 voiles, dehors en même temps. C'est un vrai risque de catastrophe si on ne fait pas attention. Chacun des bateaux a une histoire qui se confond avec le siècle. Mariette a été réquisitionnée en 1939 par les gardes-côtes américains pour chasser les sous-marins allemands. Le sens marin comme arme de guerre. C'est un bateau qui navigue extraordinairement bien par tous les temps, en fait. Principalement par gros temps, enfin, quand il y a beaucoup de vent. C'est un bateau qui tient très bien la mer, qui est vraiment très très beau. Tous ces bateaux ont failli disparaître, pourrir dans un port ou être emportés par une tempête. Grâce à beaucoup de passion et encore plus d'argent, ils continuent à faire rêver. Ils quittent la baie de Cannes demain pour continuer à régater dans le golfe de Saint-Tropez. La page sport de ce journal avec les matchs du jour de la Coupe du Monde de rugby. 2 formalités. Tout d'abord, la victoire de l'Australie face au Canada, 37-6, et celle des All Blacks, 85-8 face à la Roumanie. Australie et Nouvelle-Zélande qualifiées donc pour les quarts de finale. Mais la surprise du jour, c'est l'élimination du Pays de Galles par les îles Fidji. Christophe Duchiron. Au coup de sifflet final, c'est un pur moment de folie. Les Fidjiens sont fous de joie, les Fidjiens s'étreignent, s'embrassent. Les Fidjiens viennent de se qualifier pour les quarts de finale au terme d'un match fou. Quel contraste avec les Gallois qui ressemblent à de sombres statues rouges murées dans leur désolation. Sans un geste, sans réaction, à l'image de leur début de match, totalement raté. En 10 minutes, les Fidjiens vont inscrire 3 essais et 2 pénalités, soit la bagatelle de 25 points. Admirable productivité des joueurs au maillot blanc qui soumettent l'adversaire aux cadences infernales. Travailler plus pour marquer plus, c'est un peu leur slogan. Eux qui ont le jeu dans le sang, ça fait un joli paradoxe et une belle jambe aux Gallois qui sont menés 25-10 au repos. À la reprise, alors que les Blancs jouent temporairement à 14, nous allons assister à une magnifique réaction d'orgueil des Diables Rouges. Et question rendement, là aussi, c'est du grand art. 3 essais en 7 minutes, dont celui-ci extraordinaire de Shane Williams. Marquer plus pour gagner peut-être, c'est le credo gallois et ça marche. Il y a le feu au terrain, c'est pas grave, c'est un incendie de rugby. Et les Gallois en pompe pyromanes reprennent l'avantage 29-25. On croit les Fidjiens au fond du seau, mais au fond du seau, il y a le sursaut. Avec 2 pénalités de Little et un essai, les Fidjiens renversent la vapeur et reprennent l'avantage. Ils l'emportent 38-34, malgré un ultime retour des Rouges. Les îles Fidji, situées dans le Pacifique, accèdent au quart de finale de la Coupe du Monde, pour la 2e fois de leur histoire rugbystique. Belle histoire. Chapeau. Et la France se prépare à vivre son dernier match de poule, match qui va l'opposer demain à la Géorgie. Le 15 de France doit-il craindre cette équipe? Une chose est sûre en tout cas, elle recevra le soutien du public marseillais. Reportage Julien Benedetto et Jean-Yves Blanc. Le bouquet final. Entendez, la première place du groupe. C'est ce que les Bleus du rugby sont venus chercher à Marseille. Le 15 de France est arrivé ce midi en terre de football. Visage concentré, discours solennel, ça sent le match important. Oui, c'est le dernier match de poule, on sait que c'est décisif pour la qualification, donc tout le groupe est concerné et motivé. Hommage discret des Marseillais au passage des Bleus, comme si l'OM avait ici l'apanage de la passion. Mais en y regardant de plus près... Ça nous fait chaud, chaud. Je transpire, vous n'avez pas des glaçons? Vous n'avez pas des glaçons? Je brûle. Vous avez reconnu qui là? Chabal, l'homme des bois, magnifique. Moi je leur souhaite la finale, voilà, il faut qu'on aille en finale. Voilà. Et on va la gagner la coupe, hein. Cette année c'est pour nous. L'espoir fait aussi vivre les Géorgiens qui ont découvert le stade Vélodrome cet après-midi. Signe particulier de ces rudes combattants du Caucase, un CV très bleu-blanc-rouge. 27 des 30 joueurs de l'effectif jouent dans des clubs français, pour la plupart des équipes du 2e et 3e échelon national. On ne va pas faire opposition comme ça, tranquille. On va jouer à fond, c'est gros enjeu. Il faut que France cherche qualification chez nous.
et on va empêcher gagner. Pour ce match capital, Bernard Laporte fait tourner son effectif. Lionel Boxis, 21 ans, sera titulaire à la place de Michalak, laissé au repos. Les Bleus veulent battre la Géorgie avec le point de bonus et rêvent d'un large succès de l'Irlande contre l'Argentine. Si ces deux conditions sont réunies, la France terminera première de son groupe et évitera ainsi d'affronter les All Blacks dès les quarts de finale. Du football avec un match en retard de la 3e journée du championnat de France de Ligue 1. Lyon s'est imposé facilement face à Lens 3-0 sur son terrain. Des beaux buts inscrits notamment par Karlström et Benzema. Lyon qui occupe ainsi provisoirement la première place du classement, ex aequo avec Nancy. Elle avait été le sourire de la gymnastique française au JO d'Athènes en 2004. Émilie Le Pennec devenait alors la championne olympique aux barres asymétriques. Elle n'avait que 16 ans à l'époque. Eh bien, la jeune gymnaste ne pourra défendre son titre à Pékin. Elle a choisi d'arrêter sa carrière en raison de blessures à répétition. Manuel Tissier, Daniel Lévy. Émilie Le Pennec ne veut plus souffrir. Cet été, elle avait tenté de retrouver sa forme olympique après 18 mois de blessure. Mais aujourd'hui, à 19 ans, son corps dit stop. Malgré tous ses efforts à l'entraînement, la petite Parisienne a compris que même en travaillant plus, elle gagnerait moins. On a l'impression que c'est impossible de revenir et de reprendre son niveau, alors que c'est pas forcément de sa faute, de notre faute, c'est le corps qui fait sa loi un peu. Je pense que le moment est venu d'arrêter, peu importe qu'on soit à 10 mois des Jeux ou après. Émilie Le Pennec a connu la gloire à 16 ans. Frêle adolescente de 37 kilos, fêtée comme une héroïne à son retour d'Athènes. Le 22 août 2004, Émilie Le Pennec a décroché le premier titre olympique de l'histoire de la gymnastique française. Mais depuis son exploit athénien, la jeune fille est devenue une femme. Avec 11 kilos et 9 cm de plus, les acrobaties aériennes deviennent bien plus difficiles. Émilie Le Pennec va tout de même continuer la gym pour le plaisir, comme au début. Depuis que je suis petite, je suis dans le gymnase. Depuis que j'ai 11 ans, je passe au moins 6 heures par jour dans le gymnase à m'entraîner. Donc c'est vrai que c'est quelque chose qui se termine et pas une nouvelle vie, mais quelque chose de nouveau qui commence, quoi. La jeune bachelière scientifique veut maintenant devenir kiné, comme papa. Une seconde vie, à 19 ans, sans regret. Émilie Le Pennec que vous pourrez retrouver plus longuement dans Stade 2 demain. Picasso fait l'objet de l'une des expositions phares de cette rentrée jusqu'au 7 janvier prochain. Le musée Picasso à Paris vous propose une première en France. 350 toiles de sa période cubiste sont à découvrir dans leur ensemble. Isabelle Béchler, Lionel Langlade. Dans le vocabulaire familier de Picasso, la guitare est un attribut du masculin, au même titre que la moustache ou la barbe. Pour l'artiste qui s'est mise à déconstruire tout le réel il y a exactement un siècle, la guitare tient une place de choix à côté des cartes à jouer, de la bouteille, du verre. C'est l'époque où les artistes parisiens collectionnent tous l'art africain, et cela se sent jusque dans les guitares de Picasso. Picasso avait dans sa collection personnelle un ensemble de masques africains, notamment un masque Grébeau qui est construit de la même manière avec un plan au fond, un plan à la surface et un cylindre entre les deux. Et c'est une structure qui fait communiquer l'intérieur et l'extérieur, le premier et le deuxième plan. Et c'est vraiment la simplification de cette forme, la percée des apparences qui est au cœur de cette guitare du cubisme de Picasso. La guitare, c'est aussi l'omniprésence de la culture ibérique. Son flamenco offre tous les legatos et toutes les ruptures. C'est un peu l'Andalousie qui vient hanter toute l'œuvre du maître. Un flamenco du pinceau ou du crayon qui, dissonance après variation, glissement du regard après reconstruction, recréerait la réalité avec panache. On est dans la musique des mots, dans la musique des images, comme vous le voyez ici, avec de très légers déplacements. Et c'est toujours une manière de nous attirer dans une autre dimension. Il s'agit vraiment, dans cette exposition Picasso cubiste, de traverser les apparences, de nous interroger sur mais qu'est-ce qu'est le réel, finalement. Et la guitare, cet objet qui se laisse volontiers triturer par le regard cubiste, n'est qu'une des portes qui s'ouvrent sur cette exposition de 15 ans de peinture magistrale.
Avant de terminer ce journal, l'image du jour, c'est celle des Fidjiens qui ont réalisé un exploit cet après-midi en éliminant les Gallois de la Coupe du Monde de rugby. Ils se sont qualifiés pour les quarts de finale. Ils rencontreront l'Afrique du Sud. Voilà pour l'actualité de ce samedi. Merci à vous d'avoir suivi ce journal. Je vous retrouve demain pour l'information. Dans un instant, la météo, Nathalie Riouet, à 20h50. Tenue de soirée ce soir, Michel Drucker est en direct de La Rochelle. Passez une très belle soirée. À demain.